Merci de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du Bassin du Congo et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel. Le président de la conférence épiscopale du Congo, invité à célébrer une messe en France pour la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Biayenda. Et puis les conducteurs de taxi-moto interdits de circulation au centre-ville de Brazzaville boudent cette décision de la municipalité. Enfin, le fonctionnement des différents conseils au centre des échanges entre l'Association des maires du Congo et le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Une fois de plus, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Construction et réhabilitation des voiries urbaines à Pointe-Noire, eh bien, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a signifié que les consultations sont en cours et que les travaux devraient démarrer au plus tard au mois de mai. Vous allez l'entendre dans ce reportage de Demontez Mavungu et Kevin Lembousso. Pendant que la municipalité de Pointe-Noire se déploie dans l'aménagement des voiries urbaines, la délégation des grands travaux, elle, commencera sa part des travaux à partir de mai prochain. L'annonce a été faite par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, lors d'un déjeuner de presse avec les chevaliers de la plume et du micro de la ville océane. Nous avons par la suite des grands travaux. Les consultations restreintes sont faites. On attend simplement qu'avec le travail technique qui est présenté à la Direction générale de grands travaux, que les entreprises soient retenues et que les travaux démarrent. Au plus tard mai, je dis bien, au plus tard mai, tous ces travaux devraient avoir démarré. Une assurance du Premier ministre, chef du gouvernement, aux populations ponténégrines qui n'attendent que l'effectivité de ces travaux pour mettre un terme à leurs inquiétudes. Le gouvernement de la République, par le canal des grands travaux, saura gérer le temps. Pour la gouverne collective, la réalisation des travaux obéit à un nombre de principes et de procédures en matière de passation des marchés, nous a confié un technicien. En premier, il y a eu la phase d'étude avec des dossiers suivis de la phase de consultation des entreprises, ce qui permettra à l'État de faire une commande vers les entreprises qui se chargeront d'exécuter les dits travaux. Chaque entreprise retenue prendra connaissance de son volume de travail. Ainsi, la mission à Pointe-Noire de la délégation des grands travaux et de quelques entrepreneurs s'inscrit dans cet objectif. Cette mission vise également la reconnaissance des tracés avec toutes les entreprises et pour que chaque soumissionnaire s'imprègne de la tâche à exécuter. Pour ce faire, les experts ont reparti le travail en 5 lots selon un délai arrêté en vue de permettre aux entreprises de préparer leurs offres. Offres qui seront soumises à l'appréciation de l'administration. Et l'entreprise qui présentera la meilleure offre sera bénéficiaire du marché. Entre-temps, la mairie de Pointe-Noire poursuit l'exécution de ces travaux dans quelques quartiers. Pendant ce temps, l'état de la route Kimongo-Londé-la-Caille dans le département du Niari, vous allez le voir, ne facilite plus la circulation des véhicules et l'évacuation des marchandises vers d'autres localités de la contrée. Suivez plutôt ce constat dramatique de Demontez Mavungu une fois de plus et Aurélien Nzengi. L'on se posera la question de savoir où nous nous retrouvons à travers ces images. Eh bien, la réponse est toute simple. Nous sommes ici sur l'axe Kimongo dans le département du Niari, route principale débouchant à Londé-la-Caille, à 120 km de Dolisie. À 48 km de Dolisie, Kimongo Poste n'est plus que l'ombre de lui-même. À partir du village Bukupaka, la route est quasiment inexistante. Et les jeunes de ce village, citoyenneté oblige, ont décidé de créer des canaux d'évacuation des eaux pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Et encore là, le travail est très grand et nécessite des grands moyens. L'exiguïté de la voie à cet endroit, à cause de la poussée d'herbes sauvages, a nécessité l'implication des populations riveraines. Les mares d'eau, ce n'est pas ce qui manque sur ce tronçon jusqu'au pont de Mukeke, coupé de la circulation depuis 2021. Les transporteurs exerçant sur cette route exposent leurs véhicules aux récurrentes pannes enregistrées au quotidien. En cette période pluvieuse, les chauffeurs sont confrontés à des zones boueuses
comme celle-ci ayant immobilisé pendant plus d'un jour ce véhicule au triste sort des usagers. L'évacuation de la marchandise, notamment des denrées alimentaires périssables, devient un réel problème. Quelques personnes abordées sollicitent l'implication des pouvoirs publics tout en décriant leur calvaire. L'axe Kimongo-Londelakaï, nous sommes vraiment en difficulté totale. En saison sèche, ça marche, mais en saison de pluie, vraiment, nous sommes en difficulté. Actuellement, là, le pont qui est coupé, vraiment, c'est Bukupaka. Nous, vraiment, c'est au bord de la moto. Nous apprêtons pour arriver à Londelakaï. C'est vraiment difficile pour emprunter là jusqu'à Londelakaï dans le véhicule. Ce n'est qu'au bord de la moto, mais voilà, même le pont, vous-même, vous voyez que c'est vraiment accidenté et c'est vraiment très difficile. Et nous voudrions que les autorités, ceux-là qui sont devant, qu'ils viennent au secours de nous, qui sommes enclavés. À partir du pont de Mokeke intervient le transbordement pour atteindre Londelakaï. Seulement, le trafic sera bientôt arrêté. Là, on a vraiment de difficultés. On ne sait même pas comment on pourrait faire. Parce que là, à bientôt que le transport, on va arrêter ça. On n'arrive pas à Londelakaï, c'est un problème d'abord d'état de la route et surtout du pont. Parce que la véritable colonne vertébrale de cette voie, c'est ce pont. Si le pont était en bon état, vraiment les populations et tous les engins à 4 roues, à 2 roues, passeraient sans problème. Donc c'est le pont de Mokeke qui est à l'origine de tout ça. Enfin, la situation de la route Kimongo-Londelakaï avait fait l'objet d'une préoccupation lors de la descente parlementaire du collectif des sénateurs du Niari. Et puis les taxis motos interdits d'exercer au centre-ville de Brazzaville. Cette décision qui émane du Dieudonné Bantimba, député maire de cette ville, a été boudée par le collectif de ces conducteurs de taxis motos qui se sont retrouvés d'ailleurs pour examiner cette note municipale. Cette note interdisant la circulation au centre-ville des moyens roulants communément appelés taxis-motos a suscité l'indignation des personnes évoluant dans ces secteurs informels. Une décision prise depuis le 21 mars dernier par le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, suite aux actes de vandalisme, notamment vol et mauvaise conduite qui seraient perpétrés par ces conducteurs. Au cours d'une réunion de mise au point, le collectif des conducteurs des taxis-motos met en cause la note du maire de Brazzaville. Le FONEA a entrepris une campagne de formation portant les bonnes pratiques de conduite et la maîtrise du code de la route. Et près de 4000 personnes ont reçu le premier module de la formation en renforcement des capacités. En attendant que le gouvernement exécute les instructions du président de la République, nous avons été désagréablement surpris de voir un courrier du maire central donnant ordre aux forces de police de nous interdire du centre-ville. Le maire central, au lieu de demander au gouvernement d'accélérer le processus de la réglementation de l'activité des taxis-motos, comme instruit par le président, il donne une interdiction formelle, comme s'il nous avait déjà indiqué un périmètre donné. Selon eux, Dieudonné Bantimba devrait d'abord procéder à l'identification des acteurs relevant de ces secteurs. Nous avions des motos qui sont arrêtées à Mikalou. Est-ce que Mikalou fait partie du centre-ville? Nous avions des motos qui sont arrêtées à Kombo. Est-ce que Kombo fait partie du centre-ville? Nous avions des motos qui sont arrêtées à Peka. Est-ce que Peka fait partie du centre-ville? Nous pensons que nous mettons en cause la note, les instructions du maire vis-à-vis de la situation des mototaxis. Le collectif plaide pour une réglementation fiable de ces secteurs, comme le précise le président du dit collectif, Jules Ondele. Ce que le collectif, les jeunes conducteurs de mototaxis attendent du maire, c'est apporter les solutions à la réglementation du secteur informel des motocycles. Nous demandons au maire de la ville de Brazzaville de revoir la note qu'il a mise à la disposition de la force publique parce que nous constatons des bavures de la force publique. La force publique dépasse les limites
du centre-ville pour arrêter et étouffer la jeunesse. Selon une étude réalisée par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle, l'activité mototaxi emploie 4065 personnes dans les communes de Brazzaville, Kintélé et OPK 45, dont 80% ont au moins 35 ans, donc une couche jeune. 90% des conducteurs sont des nationalités congolaises. 20 300 Congolais vivent des revenus issus de ce secteur et 40 000 Congolais utilisent chaque jour ce moyen de transport. L'activité crée non seulement des emplois, mais aussi répond aux besoins de déplacement d'une couche non négligeable de la population congolaise, surtout dans les zones périphériques. Les transports en commun, justement, avec les taxis-motos et le fonctionnement des conseils au centre des échanges entre le nouveau bureau de l'Association des maires du Congo et le Premier ministre et chef du gouvernement, Anatole Kolini-Makosso. Rendre compte des questions qui ont été abordées au cours de l'Assemblée générale ordinaire élective de l'Association des maires du Congo tenue du 11 au 12 avril dans la décentralisation. Il s'est agi aussi pour ces maires de présenter la nouvelle équipe dirigeante élue lors de ces assises. La délégation a été conduite par le nouveau président Dieudonné Batimba, réélu à la tête de la dite association. Les préoccupations qui minent les différents conseils dans leur fonctionnement ont été évoquées au cours de cette rencontre avec le chef du gouvernement, Anatole Kolini-Makosso. Ce dernier les a rassurés de son engagement à œuvrer pour que la décentralisation fonctionne comme il se doit. Le problème de transport en commun avec les taxis-motos qui envahissent les villes avec leur lot d'accidents mortels a fait l'objet d'un examen particulier. Sorti de cette rencontre, chacun dans sa ville, surtout en ce qui concerne Pointe-Noire et Brazzaville, ils vont réactualiser donc les dossiers sur le trajet et surtout revoir aussi, parce que le Premier ministre a parlé des frais de transport, le prix du transport dans les grandes villes, et il a abordé la situation des taxis-motos qui aujourd'hui se retrouvent même au centre-ville de Brazzaville, et il faudrait qu'on arrête ce genre de pratique dans les quartiers populaires. On peut accepter, mais pas voir le transport en taxi-moto en pleine ville de Brazzaville. L'AMC a toujours été un organe d'appui à la décentralisation, et notre position, c'est toujours faire que les associations, parce que nous sommes partenaires des associations au niveau de l'Afrique, sinon au niveau mondial. Nous avons nos pairs qui discutent avec nous et nous serons plus aguerris au niveau de l'association que chaque ville se retrouve seule, parce que seul, on ne peut pas vraiment évoluer. Il faudrait qu'on soit en groupe. L'AMC a plusieurs missions: promouvoir la décentralisation, œuvrer pour le développement et des différentes communes. Et puis le décret fixant les modalités d'application des taxes sur la valeur ajoutée au secteur pétrolier en amont, au centre amont, au secteur pétrolier amont, au centre des retrouvailles entre Bruno Jean-Richard et toi, les ministres des hydrocarbures et les pétroliers. Le décret du 12 octobre 2023 portant modalité d'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA au secteur pétrolier amont, subdivisé en 6 chapitres contenus dans 26 articles, a été au centre d'une réunion le vendredi 12 avril 2024 entre le ministre des Hydrocarbures avec les cadres et les opérateurs pétroliers exerçant au Congo. Une réunion d'échange pour repréciser à l'ensemble des acteurs de l'industrie d'hydrocarbures l'intérêt de l'application supranationale des directives de la CEMAC. Directives prises de concert avec le gouvernement congolais, la Banque mondiale et le FMI pour harmoniser l'équilibre fiscal dans tous les secteurs pétroliers. Ce décret est pris en stricte application d'une directive de la CEMAC. Les directives de la CEMAC ont valeur d'application immédiate. Ce n'est pas une recommandation. En l'espèce, il s'agit de la directive numéro 1122 CEMAC UAC 010A CM38 portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA. Le décret qui fait l'objet de notre réunion est donc pris en application de cette directive
Il date du 10 novembre 2022. Il y a, m'a-t-on dit, beaucoup de juristes dans la salle, des avocats. S'ils ont pris la peine de parcourir cette directive, ils ont pu se rendre compte qu'à plusieurs points de vue, le décret dont il s'agit aujourd'hui ressemble en tout point à la directive. Je voudrais ajouter que ce décret a été pris en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Il y avait le leadership de la rédaction de la proposition, avec le Fonds monétaire international, avec qui nous sommes en programme, vous le savez. Et c'est donc avec cet ensemble d'acteurs, mais aussi toutes ces considérations, qu'a été produit ce décret adopté en Conseil des ministres. Répondant aux questions croisées des intervenants, Bruno Jean-Richard Idoine est revenu sur les objectifs du décret. L'objectif, ce n'est pas de rendre la vie difficile à qui que ce soit, mais c'est de s'assurer que les dispositions qui permettent à quelques-uns, dans certaines circonstances, pour des activités précises, d'être exonérés de fiscalité, que tout cela est parfaitement encadré. Et si le texte n'a pas correctement retranscrit l'esprit, eh bien on corrigera. Mais c'est ça l'objectif. Une réunion qui s'est achevée dans un climat convivial, projetant la tenue d'autres séances de travail dans les mois à venir. Vous allez le voir, la France vient de mettre à la disposition de la République du Congo une stèle qui fait partie de son patrimoine. Cette stèle a été réceptionnée par Lydie Pongot, ministre de l'Industrie culturelle. La République du Congo et la France ont une histoire. On se souviendra, entre autres, de la participation de Brazzaville à l'effort de la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la France, avec des retombées qui ont enrichi culturellement la capitale dans les années 40. Parmi ces retombées, on peut citer les différentes œuvres d'architecture comme la basilique Sainte-Anne, le stade Félix-Éboué, j'en oublie certaines. C'est pour symboliser cette histoire entre les deux pays que la France a fait don d'une stèle reçue voici quelques mois par le président de l'Assemblée nationale. Ce vendredi, le colis non déballé contenant cette stèle a symboliquement été transmis au ministre en charge de l'industrie culturelle par la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. En recevant cette stèle qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine, donc nous pouvons qu'être heureux de recevoir ces stèles parce que cela commémore un peu une époque, bien que douloureuse, que nous avons vécue avec la France, mais ça fait partie de notre histoire et de notre patrimoine, donc nous pouvons qu'en être heureux. Peu avant cette remise, Isidore Mvouba et Lydie Pongot ont échangé sur les différents axes de coopération entre la République du Congo et la France. L'endroit où sera érigée cette stèle n'est pas encore déterminé, signalant que ce colis sera déballé dans les prochains jours en présence des autorités françaises. Plusieurs intentions de prière pour la paix, la bonne gestion de la chose publique et la bonne nouvelle du salut ont été adressées au Père Créateur à la session pastorale des évêques du Congo. On en parle avec Vincent de Paul Koubema. Tu as voulu ouvrir à tes fidèles. C'est par une messe d'action de grâce célébrée à la grotte mariale Notre-Dame de la Paix du Centre interdiocésain des œuvres CIO que les archevêques et évêques du Congo ont clôturé les travaux de leur session pastorale annuelle 2024. Au cours de cette action de grâce, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokaou, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la conférence épiscopale du Congo, puisant dans la sagesse de l'apôtre Jean, chapitre 6, les versets 16 à 21, a au cours de son homélie invité les responsables des différentes commissions épiscopales à plus de responsabilités, ce pour une église plus synodale. Aussi a-t-il émis le souhait que les uns et les autres puissent rester fidèles à leur identité chrétienne. Cette session pastorale des évêques du Congo, ouverte le 9 avril dernier, a vu l'entrée en son sein du nouvel archevêque de la province ecclésiastique du Sud-Ouest, PESO en sigle, Monseigneur Abel Lilwala, et de l'évêque émérite de Pointe-Noire, Monseigneur Luemba Makaya, qui a réintégré le cercle des évêques après 13 années d'absence. La première des choses, c'est une session pastorale et pour essayer un peu de revigorer nos commissions
les commissions de travail. Donc ça concerne davantage des commissions techniques, pour voir un peu notre manière de travailler et quels sont les résultats, ce qu'ils ont fait sur le terrain. La chose peut-être qu'il faut davantage retenir, c'est que nous devons être davantage pratiques. Et ne pas simplement évoquer des thèmes et puis rester. Il s'agit de mettre en œuvre ce que nous avons décidé ensemble. Voilà, c'est surtout ça. Nous avons eu la grâce d'être ensemble avec toutes les commissions épiscopales de notre conférence épiscopale du Congo. Et tous les représentants, y compris les présidents et vice-présidents, ils ont fait les rapports des activités qu'ils ont menées en 2023 et début 2024. Et le bilan est très positif. Et je suis très heureux d'être avec mes confrères et d'être au parfum de tout ce qui se passe au niveau de notre Église nationale. Signalons que la session pastorale des évêques du Congo est un grand moment où les responsables des différentes commissions épiscopales présentent les comptes rendus de leurs activités réalisées en vue de projeter l'avenir. En marge justement de cette Eucharistie, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilwala, que vous venez de suivre dans ce reportage, est revenu sur l'invitation adressée au président de la conférence épiscopale du Congo, bienvenue Manamika, qui célébrera le 21 avril prochain à Paris en France une messe en mémoire du cardinal Émile Biayenda pour la cause de sa béatification et de sa canonisation. Une fois de plus, Vincent de Paul Comenda. 22 mars 2024, à la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, le peuple de Dieu, sous la conduite du père archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, a commémoré l'an 47 de la disparition du cardinal Émile Biayenda, martyr de la paix. 3 semaines après, une invitation est adressée au président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Bienvenu Manamika, pour célébrer une messe d'action de grâce à Paris pour la cause de béatification et de canonisation du cardinal. Je le précise, de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika sera justement en France le dimanche 21 avril pour célébrer une messe d'action de grâce à la mémoire du cardinal Biayenda. Ce sera le dimanche 21 avril à 14h. Cette célébration aura lieu à la basilique Sainte-Jeanne d'Arc de la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, une messe à laquelle d'ailleurs KTO sera présente pour un reportage, et donc toute la communauté catholique congolaise de France est invitée à y participer. Profitant de la messe de clôture de la session pastorale des évêques du Congo ce 13 avril, nous avons fait réagir à chaud Monseigneur Abel Lilwala, le Benjamin des évêques du Congo, qui a donné ses impressions. Justement, nous ne pouvons qu'encourager et féliciter toutes les personnes qui ont eu cette initiative. Et nous accompagnons Monseigneur Bienvenu Manamika Bakfa Kouaou, qui est l'archevêque de Brazzaville et le président de la conférence des évêques, pour que cette célébration soit aussi une occasion de rencontre avec l'Église du Congo qui est dans la diaspora, et que la cause de la béatification de notre bon cardinal Émile Biayenda soit connue, et qu'il y ait des grâces encore qui tombent sur nous, sur toute l'Église qui est au Congo, et en particulier l'Église universelle, puisque un saint, un bienheureux, c'est toujours pour le bien de toute l'Église, afin que Dieu nous donne la grâce et que dans les plus brefs délais, le nom du cardinal soit à l'autel. Assassiné le 22 mars 1977, Émile Cardinal Biayenda, l'homme de Malila Bombé, repose désormais pour l'éternité dans la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Restant dans l'enceinte de l'église et notamment à la basilique Sainte-Anne du Congo, où une messe d'action de grâce a été célébrée pour l'élévation au sein des forces armées congolaises du colonel Rémi Ayayos, promis au grade de colonel-major. C'est une communauté paroissiale de la basilique Sainte-Anne du Congo joyeuse de voir un de leurs fils être élevé au grade de colonel-major
qui s'est réunie pour rendre grâce à Dieu pour cette élévation. L'élévation est celle de Rémi Ikunga Ayayos, promu au grade de colonel-major ce vendredi, avec bien d'autres officiers des forces armées congolaises. Conscient que toute élévation vient de Dieu, comme l'indiquent les Saintes Écritures, c'est au travers d'une messe d'action de grâce que ces fidèles ont voulu dire leur reconnaissance au Seigneur. Ce haut gradé des forces armées congolaises est un chrétien fidèle de cette paroisse, mais surtout président du comité d'organisation du jubilé marquant les 80 ans de cette basilique qui est classée patrimoine de Brazzaville par l'UNESCO. Aux côtés du nouveau promu, son épouse et ses frères d'armes, venus s'associer à lui en assistant à cette célébration eucharistique, présidée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, et l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale du Congo, qui, précisons-le, sont en pleine session à Brazzaville. Les textes bibliques lus à cette occasion sont une invite du Seigneur à son peuple à lui dire sa reconnaissance en tout temps. En effet, savoir dire merci fait partie des bases de l'éducation. Avec les textes de la liturgie d'aujourd'hui, nous découvrons qu'il n'y a pas de foi sans merci, c'est-à-dire sans cette gratitude pour les bienfaits reçus de Dieu, pour ses largesses. Par ailleurs, c'est l'observation de Jésus aux disciples. Je cite, les 10 dans l'Évangile. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Une reconnaissance qui s'est traduite aussi par des offrandes faites à cette messe. Au nouveau promu, la paroisse reconnaissante lui a remis quelques présents, dont une lampe allumée et une Bible. Des prières ont été formulées en sa faveur pour qu'il assume au mieux ses nouvelles responsabilités. Après la messe, la liesse populaire a été au rendez-vous dans la cour de la paroisse. Et puis pour refermer ce journal, parlons de ce tournoi qui a été organisé par la Ligue départementale de judo de Brazzaville. On vit bien entendu de pouvoir préparer les quelques 200 athlètes au championnat national de la discipline. Parlons-en avec Evranti Kasumba et Odvarez Davira qui nous résument la première journée de ce tournoi. Détecter les athlètes capables de défendre les couleurs du drapeau tricolore congolais, c'est le but de ce championnat de la Ligue départementale de Brazzaville du judo. Cette compétition, qui rassemble la crème de tous les clubs du judo de Brazzaville en catégorie senior, prévoit entre autres la mise en application des nouvelles règles d'arbitrage avec l'appui d'un équipement de communication moderne et le nouveau style de combat tel que vécu à Accra au Ghana pendant les Jeux africains. Le premier vice-président de la Ligue départementale de Brazzaville du judo, Aimé Crisson Oisé, explique. Nous agissons conformément aux évolutions au niveau du monde, parce que là, la Fédération congolaise de judo vient de participer quand même à un championnat d'Afrique. Et au Ghana, nous avons pris l'exemple du Ghana. La Fédération nous a orientés de faire cette innovation. Voilà pourquoi nous avons opté pour la sonorisation et ce que vous avez vu. L'objectif de la Ligue, c'est de présenter à la Fédération les meilleurs. Parce que la Fédération a besoin des meilleurs judokas pour faire un peu la crème du judo congolais. Donc nous, la Ligue, nous sommes la Ligue phare Brazzaville. Nous présentons à la Fédération la crème, ce qu'il faut, les meilleurs athlètes pour prétendre à la participation du championnat national pour trouver des athlètes qualifiés, sélectionnés pour l'équipe nationale. Présent à cette cérémonie d'ouverture de ce tournoi, le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Nel Francis Atta, accompagné de son frère Gildas Ambendengeso, ont salué le niveau des athlètes qui brillent par leur talent. Ce championnat, qui regroupe 210 athlètes, s'achève ce dimanche 14 avril au gymnase Nicole Loba de Talangaï.
Voilà, c'est par ce judo préparatif, par ce tournoi, j'allais dire, de judo préparatif au championnat national de la discipline que devrait faire ce journal. Merci d'avoir été avec nous, mais l'information continue sur la chaîne du bassin du Congo.